Alors aujourd'hui, pour notre séminaire, on accueille Claude-Marie Hébert, chef de la division clinique chez Groupe Alerte Santé, et Diane Véro, infirmière clinicienne responsable des soins infirmiers aussi chez Groupe Alerte Santé. Aujourd'hui, ils sont là pour nous présenter un programme de paramédecine de régulation qui est déployé en Montérégie, donc un modèle unique là, par Groupe Alerte Santé. Et c'est un modèle qui a aussi qui a bien rayonné et donc qui est en place depuis 2021 et qui se pérennise. Là, on n'est plus dans le projet, qui se pérennise et qui a remporté en 2022 un prix Star du réseau de la santé au gala tenu par Desjardins, donc dans la catégorie humain. En 2023, on a un prix coup de cœur catégorie performance lors du Salon du mouvement québécois de la qualité. Et en 2024, donc une belle triade de prix, le prix Jean-Paul Marsan pour le gala Hippocrate. Et donc, on verra ce qui se produit en 2025. On vous laisse prendre la parole. On est très content de vous accueillir aujourd'hui. Cette initiative-là fait partie des éléments de solution pour diminuer la pression au point de vue systémique, entre autres sur les urgences, mais aussi pour plusieurs autres bénéfices, entre autres auprès des patients et des proches. Je pense que vous aurez la chance de l'aborder également. Donc, on vous passe la parole et je rappelle aux participants que les questions pourront être écrites dans le clavardage et lues à la période de questions ou vous pourrez, au moment où on ouvrira la période de questions, lever la main virtuellement, puis on vous donnera la parole pour vous adresser directement aux conférencières, caméra et micro ouverts quand on y pense. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup pour la présentation. Je vais partager mon écran. Alors, donc, il nous fait vraiment plaisir à Diane et moi là, d'être présents avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, pour nous situer un peu comme organisation, on souhaitait d'abord commencer en vous présentant ce que c'est qu'un centre de communication santé, puisque c'est l'organisation dans laquelle on œuvre, Diane et moi, donc le groupe Alerte Santé. Alors, c'est nous qui sommes la réponse téléphonique, en fait, lorsque les gens font le 911 pour des appels de nature médicale. En fait, alors nous, on s'occupe vraiment seulement du volet médical. Et puis, donc, nous, on va faire justement le triage là, des différentes demandes. Alors, pour vous donner un peu une idée là, de la mission là, de ce que c'est que le Centre de communication santé, donc comme je disais, c'est de recevoir les appels en provenance du 911 ou encore des établissements, fait que c'est tant populationnel que des établissements. On va traiter et prioriser les demandes en concordance avec ce qui nous est décrit au téléphone à l'aide d'un protocole qui est identifié et approuvé par le ministre. On va assurer également la coordination des ressources préhospitalières, alors l'ensemble des ressources, que ce soit les ambulances, les premiers répondants, les autres équipes spécialisées également. On assure aussi un système intégré là, des gestions pour pouvoir faciliter l'amélioration justement du service en collaboration, entre autres, avec le CIS. Également, donc, les suivis opérationnels là, qui sont en lien avec justement l'ensemble des demandes et on coordonne avec les autres acteurs du réseau de la santé et de l'organisation des services préhospitaliers d'urgence. Alors, ça résume un peu ce qu'on fait chez Alerte Santé. Pour ceux qui sont moins familiers avec le découpage territorial justement du Québec. Le Centre de communication de santé, Alerte Santé, nous, on dessert l'ensemble de la Montérégie. Alors, donc, pour ceux qui sont moins familiers, là, ça se situe là, dans le sud du Québec. On a un territoire qui est quand même très vaste, compris de 206 municipalités, 14 MRC. On a un grand territoire qui s'étend également un peu là, sur la partie estrienne, donc environ 1,6 million là, de population qui requiert notre attention et nos services. En termes de partenariat, ben, dans nos partenaires directs avec le réseau, en fait, on œuvre avec environ 59 services de premiers répondants, 8 centres primaires. Ce qu'on appelle les centres primaires, c'est que quand vous composez le 911, c'est pas nos répartiteurs chez Alerte Santé qui vont prendre le premier appel. Vous êtes toujours aiguillé par une première personne et si l'appel est identifié comme étant pour une ambulance ou pour un enjeu de santé, donc vont venir transférer
transférer là, votre demande chez nous. Alors, on a 8 partenaires qui reçoivent les appels au niveau primaire, 14 services de police avec qui on collabore. Sur notre territoire, on a 6 entreprises ambulancières qui assurent le service ambulancier, ainsi que 10 hôpitaux avec qui on va coordonner là, l'ensemble des transports. Il y a 10 centres de communication santé comme le nôtre au Québec. Urgence Santé, en termes de volume, étant celui là, qui prend la pôle. Nous sommes le deuxième en termes de volume. On reçoit environ, en fait, ça, c'est les données de l'année dernière qui sont affichées. Donc, on a reçu un peu plus de 200 000 appels par année. Donc, des fois, on reçoit plusieurs appels pour le même événement, ce qui fait qu'on peut avoir un peu moins d'affectation que le nombre de ressources. Et puis les transports, donc avec entre autres, les initiatives qu'on a mises en place, on peut venir réduire une certaine proportion des transports pour lesquels là, on peut voir là, pour lesquels on va venir justement contribuer. Alors, même avant le début de la pandémie, on s'est questionné chez Alerte Santé sur la façon avec laquelle, ben, on faisait les choses, avec laquelle, ben, nos ressources sont quand même limitées, en termes de ressources ambulancières. C'est pas, elles sont financées. Il y a un nombre qui est prévu pour pouvoir répondre aux demandes populationnelles et malgré ça, ben, on voit quand même que, la demande devient accrue, s'accroisse d'année en année. Et puis, les appels non urgents représentent environ 15 du volume d'appels qu'on reçoit dans un centre de communication de santé. Avant le déploiement de la paramédecine de régulation, en fait, la loi prévoit qu'il y a une trajectoire unique à toute demande d'ambulance. Et ça, c'est sans égard à la pertinence du transport ou non. Alors, c'est-à-dire que dès qu'un appel est logé, une demande est logée, ben nous, on a le devoir d'assigner une ressource ambulancière qui, elle, aura le devoir de transférer l'usager vers le centre hospitalier, comme je vous dis, sans égard à la pertinence autant du transport que de l'orientation. Ce qui mène à ben, une utilisation qui est inappropriée autant de nos ressources en préhospitalier, mais que des ressources aussi à l'urgence. Ça enclenche aussi là, souvent, surtout chez la clientèle la plus vulnérable, la clientèle âgée, ben, ça peut créer aussi un déconditionnement de ces personnes-là. Alors, cette clientèle-là, si on est capable de la maintenir à domicile autrement, ben, il y a des réels gains là, qui sont faits. En tout et partout, cette trajectoire-là ben, fait en sorte que si on reste à se conformer à ça, ben, on ne répond pas bien aux besoins de la population, non pas des patients, mais aussi des gens qui vont appeler et qui ont besoin là, d'avoir des ressources de façon, je dirais, plus urgente ou pour lesquelles là, les demandes peuvent être considérées comme étant plus pertinentes. C'est les constats qu'on avait faits puis qui nous ont menés aussi à une réflexion, vers laquelle, on a mis plusieurs ingrédients là ensemble pour essayer de voir, ben, effectivement, quelle serait la meilleure solution, la meilleure démarche à entreprendre. Alors, on voyait aussi là qu'il y avait une croissance de la population en Montérégie. En fait, la Montérégie connaît depuis 30 ans l'une des meilleures croissances démographiques au Québec. C'était, ce qu'on indiquait là justement dans les statistiques là en 2021. Il y avait non seulement aussi, des taux migratoires interrégionaux qui étaient importants. La pandémie est venue accroître aussi là ce déplacement de gens justement de l'extérieur de Montréal qui viennent maintenant à l'extérieur, pardon, là de Montréal. On a aussi vu, avec la villégiature, on a quand même là des beaux terrains de jeu en Montérégie. Alors, on a aussi vu, des gens qui se tournaient plus vers, des vacances, au Québec. Alors, ça accroît aussi là le nombre de personnes qui sont sur notre territoire et qui peuvent requérir au service, des soins préhospitaliers d'urgence. Alors, ça vient aussi avoir un impact quand même grandissant sur nos appels et sur la demande. On voit aussi un changement démographique qui est important. On le voit partout au Québec. La Montérégie n'y échappe pas non plus. Et puis, on peut s'attendre, ben, c'est ça, au cours des 25 prochaines années, à quand même avoir la clientèle de plus de 75, 80, 85 ans être de plus en plus présente. Et cette clientèle-là, ben, on va le voir un peu plus tard quand on parlera un peu du portrait de notre clientèle. Mais c'est cette clientèle-là qui est la plus grande utilisatrice de nos ressources, autant au niveau hospitalier qu'en préhospitalier. Alors, il faut aussi réfléchir à comment on peut faire
les choses différemment. On a aussi noté qu'il y avait des changements dans une modification dans les attentes, face aux besoins des usagers, face à l'offre de services aussi qui était disponible. C'est sûr que la pandémie est venue ouvrir de grandes portes sur la disponibilité des ressources. Alors on avait aussi déjà cette préoccupation-là, comme bien d'autres, à l'égard de, la disponibilité puis des besoins dans notre offre de services et puis, ben, tout ça, ben, ça amène des impacts aussi là, sur les services préhospitaliers d'urgence, comme j'expliquais tout à l'heure, dans la mesure où ben, notre volume d'appels augmente, mais notre volume de ressources n'est pas nécessairement augmenté par rapport à plusieurs aspects vers lesquels ben, la conjoncture fait qu'on a plus d'appels, mais faut agrandir de l'intérieur pour être capable de bien répondre à la demande. Alors, tous ces ingrédients-là mis ensemble nous ont mené à justement avoir une réflexion un peu plus macroscopique sur, ben, comment est-ce qu'on serait capable de mettre en place des mesures, dans notre centre de communication santé qui auraient un impact qui serait bénéfique justement pour, l'ensemble de la population qu'on dessert et aussi sur la disponibilité des ressources préhospitalières. Alors, on a amorcé une grande démarche de réflexion, comme je disais. Je vais passer la parole à Diane pour expliquer, justement notre démarche. Alors, bonjour tout le monde. Donc, pour poursuivre la discussion avec Claude-Marie, en fait, et vous. Quand fut le temps d'implanter, en fait, ce qu'on a fait, c'est vraiment une analyse de besoins et de recherche. Donc, on a fait une revue de littérature, qu'est-ce qui était sécuritaire. On a regardé les différents modèles aussi au Canada et même à l'international. Ce qui était important pour nous, c'était vraiment la sécurité des patients, mais aussi de la pratique des gens et des intervenants. Donc, c'était clair en termes de droit de pratique, en fait, qu'il fallait aussi qu'il y ait une évaluation de la condition de santé par une infirmière. Ensuite, les outils d'aide à la décision, il fallait qu'ils soient robustes aussi. Donc, on voulait que des outils d'aide à la décision soient non seulement robuste, sécuritaire, mais aussi laissant place au jugement et à la pensée critique aussi de l'infirmière qui est au téléphone. Donc, et nécessairement, ben, les outils qu'on devait utiliser aussi devaient être supportés par des évidences scientifiques et ensuite harmoniser la pratique au niveau des intervenants, au niveau des infirmières pour que tout le monde, dans le fond, s'en aille dans le même sens. Ensuite, ce qu'on voulait nécessairement, c'était vraiment avoir un programme d'assurance qualité qui permettait l'audit des appels. Puis quand on parle d'audit d'appel, c'est pas non seulement juste pour voir si la pratique est faite de façon correcte, mais c'est aussi dans un but d'amélioration, de voir est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ne serait-ce que les trajectoires, est-ce que c'est des protocoles qu'on peut améliorer, puis il fallait aussi que ça soit facilement adaptable à notre région et de voir comment on peut améliorer le produit, ne serait-ce que ça soit dans la priorisation, les trajectoires qu'on peut développer en respect nécessairement avec ce qui est disponible au niveau de la région. Donc, puis c'est ça. Donc, c'était vraiment important que ça soit intégré aussi au processus au niveau du centre de communication santé. Notre modèle, on va l'expliquer un petit peu plus tard. Qu'on a décidé en fait de faire, c'est vraiment de s'intégrer au niveau des opérations du centre de communication santé. Pour nous autres, c'était vraiment je vous dirais que c'était vraiment la clé du succès aussi, puis on le voit. Claude-Marie va vous en parler plus tard, mais c'était vraiment important que ce processus-là soit intégré au niveau des installations du centre de communication santé. Donc, le système qui a été choisi, on en parle rapidement, c'est le Emergency Communication Nurse System. Donc, c'est, dans le fond, les RMU, qui sont les répartiteurs médicaux d'urgence, utilisent un système qui s'appelle le MPDS, qui est le Medical Dispatch Priority System.
Et c'est leur outil d'aide à la décision pour prioriser les appels et donner des soins immédiats téléphoniques, lorsqu'ils sont requis. Donc, le Emergency Communication System, c'est comme la suite, en fait, du MPDS, mais qui est conçu pour des infirmières. Donc, chaque appel qui est considéré non urgent, en fait, est transféré vers l'infirmière et le système comporte, au plus de 200 protocoles. Ça comporte des questions de triage, une planification, donc un niveau de soins recommandé. Pour nous, pour vous, c'est ce qu'on appelle le délai de prise en charge. Quel serait le délai de prise en charge en fonction de la situation? Les trajectoires qu'on peut aussi insérer dépendamment de ceux qui sont disponibles en fonction de chacun des 6. Des instructions, des conseils d'auto-soin et nécessairement les points de surveillance au niveau qui sont donnés pour chaque patient lors des appels. Donc, ça comporte 2 fonctions, en fait, de ce qu'on fait au niveau des infirmières. Donc, la première, c'est le triage secondaire. Donc, quelles sont les demandes qui sont transférées vers l'infirmière? Ce sont les demandes qui sont identifiées non urgentes par le répartiteur. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, quand le répartiteur, applique son protocole, pour chacun des déterminants ou des problèmes de santé, il y a une priorité qui est allouée. Ces priorités-là sont décidées par les directeurs médicaux, au niveau des services préhospitaliers d'urgence. Donc, chaque région administrative du Québec applique les mêmes priorités. Donc, dès qu'il y a une priorité non urgente qui est identifiée, ces appels-là, dans le fond, sont transférés vers l'infirmière de l'unité de soutien clinique. Donc, quand est-ce que ça se fait? Ça se fait après le triage initial du répartiteur médical d'urgence. Et par qui ça se fait? Par une infirmière en communication d'urgence de l'unité de soutien clinique. Notre deuxième projet qui a été mis en place, c'est la coévaluation. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas faire profiter, en fond, des trajectoires qui ont été développées pour le triage secondaire. Puis on s'est dit, quand l'appel est urgent, pourquoi ne pas faire, quand le paramédic est sur les lieux, pourquoi ne pas faire profiter des mêmes trajectoires? Donc, c'est quelle demande? Donc, c'est toutes les catégories d'appels qui sont, dans le fond, qui sont transférés vers l'unité. Dans le fond, c'est le paramédic qui nous appelle. Donc, à quel moment? Donc, quand le paramédic se rend sur les lieux d'un appel, il fait son appréciation clinique et selon un protocole de régulation que les paramédics appliquent, ils peuvent ensuite, si le patient répond aux critères, communiquer avec l'infirmière de l'unité de soutien clinique dans le but de faire une coévaluation, ce qui nous permet en fait je vous dirais, une meilleure facilité parce que cette fois-ci, on a déjà, je dis dans mon jargon, je dis c'est les yeux qui rencontrent les oreilles. Parce que là, on a enfin une paire de yeux sur le patient qu'on n'a pas en temps normal quand on fait le triage secondaire. Donc, ça nous permet d'avoir des données cliniques qui sont plus justes. Et en fait, ça nous permet aussi de réorienter les patients au lieu que les paramédics, dans le fond, transportent les patients vers l'urgence. Bien, on fait bénéficier des trajectoires qui ont été développées avec les différents CIS et SUS pour orienter le patient d'une meilleure façon, en fait, que d'être transporté vers l'urgence. Donc, comment ça fonctionne? Alors, on a un répartiteur médical d'urgence qui reçoit un appel. Lorsque cet appel est identifié non urgent, donc c'est, exemple, un monsieur qui a mal au ventre, donc cet appel-là est transféré vers l'unité de soutien clinique pour un triage secondaire. Donc, l'infirmière va procéder à son évaluation et ensuite, quand l'évaluation est terminée, on va, dans le fond, émettre un délai de prise en charge différent. Ça peut être de immédiat à 3 jours ou ça peut aussi se terminer en conseil d'auto-soin. Et ensuite, on va déterminer la trajectoire. Donc, il y a plusieurs trajectoires qu'on va vous donner tantôt, mais ça peut aussi inclure l'urgence, dépendamment si, exemple, des rendez-vous ne sont pas disponibles
ou des fois, ça prend nécessairement le plateau technique de l'urgence et ce n'est pas un choix. C'est malheureusement, des fois, faut jamais perdre de vue que ces gens-là font le 911. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine proportion de clientèle qui vont quand même être obligés d'aller à l'urgence. Ensuite, dans l'autre cas, alors on a une demande d'urgence, peut-être pour quelqu'un qui supposément a de la difficulté à respirer, donc on envoie, les paramédics. Ensuite, arrivé sur les lieux, si le patient est instable ou il nécessite un transport urgent, il est immédiatement, transporté vers l'urgence. Mais finalement, les paramédics arrivent sur les lieux et c'est un rhume. Donc, alors là, à ce moment-là, le paramédic va communiquer avec l'infirmière, de l'unité de soutien clinique. Ils vont procéder à une coévaluation ensemble. Donc, le paramédic va, donner l'ensemble de l'histoire, les données cliniques, les antécédents, les médicaments, et on va procéder ensemble à une coévaluation incluant les signes vitaux, le résultat de certains, trucs d'évaluation que les paramédics vont faire et ensuite, l'infirmière va décider encore une fois du délai de prise en charge par une ressource médicale ou, et nécessairement aussi d'une trajectoire qui est disponible, selon, le développement des trajectoires selon les CIS et le CIUS. Donc, les trajectoires qui ont été développées avec les 6, dans le fond. Donc, on a 3 CIS en Montérégie, donc centre, CIS Montérégie Est, Ouest et le centre. On a aussi une partie de l'Estrie. Donc, on a des trajectoires qui ont été développées, durant l'année 2024 avec le CIUS de l'Estrie. Donc, il y a eu un dépôt un plan d'affaires au niveau qui a été aussi approuvé par le ministère de l'Éducation, pas le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé. Dans les 3 CIS, et donc, il y a eu des équipes de travail qui ont été composées par les parties prenantes. Donc, chacune des directions cliniques des CIS. Et l'objectif nécessairement, c'était de développer des trajectoires et avec les soins de première ligne et la médecine familiale. Donc, c'est le comment on est arrivé à ça. Et je vous dirais que la participation était excellente parce que tout le monde, dans le fond, veut marcher dans le même sens, hein. On essaie de protéger l'urgence, on essaie de développer la première ligne. Puis, dans le fond, tout est dirigé pour une meilleure prise en charge et des soins, par rapport aux soins requis là, qui sont nécessaires pour nos patients. Oui, puis tu as dit très Diane, on a, d'entrée de jeu, on disait que ça a été un développement, qu'on souhaitait adaptatif et évolutif. Fallait avoir une grande versatilité puis une grande ouverture aussi parce que chacun des 4-6 ont des besoins, des réalités différentes, des capacités différentes aussi. Alors, on a implanté graduellement en commençant par l'ouest, puis en allant grandissant vers des nouvelles trajectoires plus le temps avançait pour être complètement déployé, l'année dernière, là, sur l'ensemble du territoire. Ouais, puis malgré qu'on pourrait penser que, ouh, ça fait pas mal de CIS, pas mal de CLSC, pas mal de cliniques, mais les infirmières sont d'excellentes répartitrices de trajectoires. Elles ont tous les numéros, les régions, elles sont excellentes pour diriger les patients là, au meilleur endroit. Donc, ça fonctionne super bien. Même si on n'est pas dans leur hôpital, même si on n'est pas, positionné et qu'on est à l'extérieur, ça se fait, très bien. Oui, on a une belle participation de la part justement des hautes instances dans les différents CIS qui nous ont accompagnés, pour être capables de développement de ces trajectoires-là. Oui. Donc les trajectoires, qui ont été mises en place, en fait, ben, comme je vous disais, c'était le concept unique, au niveau de la trajectoire du triage secondaire, mais c'était celle d'impliquer les paramédics, comme je disais tantôt, avec le concept de la coévaluation. Donc on en a parlé, donc l'infirmière procède à l'évaluation du patient en tenant
en donnant compte, excusez, des données cliniques qui proviennent du patient. C'est très aidant. On a des signes vitaux, on a des résultats de saturation, de la glycémie, donc plein de trucs cliniques, des examens neurologiques qui nous aident là, à venir bonifier. En fait, ça bonifie vraiment notre évaluation et permet de peut-être de prendre aussi des décisions qui sont plus appropriées parce qu'on a un visuel sur le patient, puis c'est très facilitant. Donc, la révision des trajectoires, c'est vraiment en continu. Donc, dès qu'on a une opportunité, on les saisit. Dès qu'il y a un programme à quelque part qui peut commencer, on va saisir l'opportunité pour essayer d'inclure, dans le fond, l'unité de soutien clinique dans différentes trajectoires qui peuvent être mis durant ou des projets qui peuvent être mis en place par les différents CIS. Donc, les trajectoires alternatives à l'urgence, ben, c'est sûr qu'on a la ressource préhospitalière. Il ne faut pas jamais perdre de vue que c'est des gens qui font le 911. Donc, ça se peut que les paramédics soient requis, mais un coup sur les lieux, quand ils sont là, mais ils peuvent quand même nous appeler si le protocole de régulation s'applique. Donc, on a quand même des rendez-vous qui sont mis en place dans les cliniques médicales via le RVSQ. On a accès aux plages de rendez-vous aussi du GAP. Pour les patients qui sont orphelins, donc nécessairement l'urgence, médecin de famille, téléconsultation, les services de soutien à domicile, ça c'est très aidant aussi. C'est pas une grosse proportion de clientèle, mais quand même. La clientèle enregistrée d'InfoSanté, on se permet d'appeler nos infirmières pivots pour nos gens de la cancérologie ou les gens qui ont eu congé suite à une chirurgie. Donc, des fois, on les appelle, puis souvent, les patients, ils pensent pas d'appeler cette ressource-là, puis pourtant, elles sont disponibles pour eux. L'infirmière, nécessairement, ben, chacun des 6 et SUS ont leurs différentes trajectoires, différentes façons de fonctionner. Et nos infirmières s'adaptent très bien, là, comme je disais tantôt, au processus de régulation pour orienter les patients. Ça nous arrive d'appeler les pharmaciens aussi avec le consentement du patient. On peut aussi référer chez un dentiste, un optométriste et différentes ressources là, comme plus communautaires au niveau de la clientèle. On a deux projets. Ça, Claude-Marie, je vais te laisser parler de ça. C'est plus tes affaires à toi. Oui, Montérégie, en fait, c'est ça. On a accès à deux sortes d'équipes spécialisées. On a des paramédics de soins avancés, en fait, qui vont nous donner un coup de main là, pour faire justement de la coévaluation. Alors, si jamais la situation, nous semble, on pense que l'infirmière pense qu'il y a un potentiel d'orientation alternative qui est grand, mais il nous manquerait quelques éléments là, pour pouvoir aller vérifier, aller pouvoir appuyer la décision. Alors, on peut faire appel aux paramédics de soins avancés pour qu'ils viennent faire compléter l'évaluation avec l'infirmière, là, justement, du patient. Un peu dans le même ordre, la paramédecine communautaire. Alors, c'est un projet qui est présent en Montérégie-Centre, qui est axé sur la clientèle, entre autres, de 65 ans et plus. Ils font un peu plus que ça, mais de façon générale, on va travailler en collaboration avec eux pour pouvoir répondre là, aux besoins de cette clientèle-là. Dans le fond, quand on affecte à Ouessing, plutôt, des paramédics de soins avancés, c'est vraiment quand on a besoin d'une paire de yeux auprès du patient, parce que des fois, les patients, bon, il y en a que c'est pas des très bons historiens, des fois, on a un petit peu de misère à déceler c'est quoi vraiment le besoin. Donc, en assignant les paramédics de soins avancés, bien, ça nous donne notre paire de yeux pour une coévaluation pour être capable de prendre une meilleure décision par la suite. Très important, on a aussi des moyens de transport alternatifs à l'urgence. Donc, c'est pas parce qu'il y a des paramédics sur les lieux et que le transport vers l'urgence est nécessaire qu'il va nécessairement se rendre à l'urgence en transport ambulancier. Donc, ça peut être par un proche, ça peut être en transport adapté,
ça peut être un transport médical adapté et un taxi. Et ça vaut pas juste seulement pour les cas de coévaluation, mais pour le triage secondaire aussi. Donc, les patients qui ont un rendez-vous en clinique, bien, on peut orienter le patient vers, exemple, leur médecin de famille. Des fois, ça peut être aussi vers un rendez-vous vers la clinique. Donc, on va être capable d'offrir un transport alternatif vers un autre moyen que l'ambulance. C'est sûr que le transport par un proche est privilégié, mais le transport adapté, le médical adapté, le taxi, ces frais-là sont assumés par les différents CIS et CIUS dans l'Estrie pour justement diminuer aussi les frais ou les coûts. Comme on sait, les usagers en haut de 65 ans, c'est les établissements qui paient pour le transport ambulancier. Donc, il y a une différence au niveau du coût par rapport à utiliser un moyen de transport pour justement favoriser ce transport-là vers ce moyen de transport-là vers l'urgence ou vers les différentes trajectoires qui auront été décidées là, pour le patient. Alors, c'est ça, dans le respect de la politique de déplacement des usagers du Tout à fait. ministère. Ouais. Toutefois, effectivement, les CIS et CIUS ont à y gagner puisque c'est beaucoup moins dispendieux d'utiliser des moyens alternatifs, surtout quand l'usager là, peut consommer un transport d'une façon différente que celui de l'ambulance. Oui, puis quand on est dans une situation de coévaluation, ben, ça nous permet aussi de remettre notre ressource disponible sur le terrain pour répondre à nos vraies urgences. Alors, Donc, oui. vas-y, ma Marie. OK. Alors, au niveau là, du suivi puis de la mise à jour, alors c'est ce qu'on a implanté, c'est les trajectoires qui sont disponibles. Alors, nous, c'est pas parce que ça a été développé que on s'assoit sur nos lauriers. Alors, on continue à travailler avec l'ensemble de nos partenaires. On transmet nos résultats justement aux différentes instances, autant pour pouvoir s'ajuster, mais aussi pour pouvoir améliorer. Puis, dans certains cas, ajouter là, des trajectoires là, qui pourraient être en place. Comme on disait tout à l'heure, faut saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Et d'ailleurs, depuis la mise en place en 2021, ben, on a pu voir, c'est ça, d'autres services là, qui ont pu émerger. On fait des plans de soins individualisés avec certains usagers qui sont des hauts consommateurs de services préhospitaliers d'urgence. On a des programmes de référencement ou entre autres la prise en charge virtuelle dans le cadre des maladies chroniques. On travaille sur d'autres éléments aussi avec nos partenaires des CIS, toujours dans le même objectif d'essayer de contribuer là, à réduire là, la charge des gens qui sont envoyés aux urgences pour qu'il y ait assuré de meilleures prises en charge au final là, pour les usagers. Je vois le temps qui file aussi. Diane et moi, on est passionnés, on pourrait parler longtemps de la régulation. Je vous présente quelques aspects opérationnels, puis en lien là, avec la qualité de nos processus. Alors, on disait d'entrée de jeu qu'on a un modèle qui est particulier dans le sens où on est à même les locaux du Centre de communication santé. Alors, nos équipes travaillent en interdisciplinarité, autant nos répartiteurs que nos infirmières vont aussi se consulter vice et versa pour être capable d'assurer une prise de décision qui permet justement d'atteindre les objectifs de prise en charge qui sont prévus là, par l'infirmière. Le fait que nos répartiteurs et nos infirmières connaissent bien la pratique justement de l'un et de l'autre et surtout là, des conséquences de chaque décision aussi qui sont prises autant sur les usagers que sur les services préhospitaliers d'urgence. Faut aussi penser que ben il y a d'autres gens qui vont appeler le 911 aussi, qui vont peut-être avoir des besoins qui sont peut-être plus urgents, plus criants que ceux qui ont déjà téléphoné. Alors, vraiment, le travail collaboratif nous permet de faire ressortir que on pense assurer une meilleure gestion de l'attente, parce que des fois, les appels non urgents peuvent être en attente, mais vraiment en fonction de la disponibilité des ressources, de la couverture territoriale, en fonction des besoins de l'usager puis de sa condition clinique là, qui aura été évaluée par l'infirmière. Alors, vraiment, on a une belle mobilisation
au sein de l'ensemble de notre équipe. Et puis, ben, le point qui est extraordinaire du fait qu'on puisse être à l'intérieur du même centre opérationnel, c'est que quand on arrive en situation de contingence, je pense que j'apprends à personne qu'on a reçu presque 1 mètre de neige il y a quelques semaines. Ben, à ce moment-là, le volume d'activité était très, très élevé, mais nos infirmières peuvent être mises à contribution dans ce genre de situation-là pour nous aider à essayer de réduire un peu la pression, à contrôler un peu le flot, si jamais on a d'autres types de situations opérationnelles qui sont significatives, ben, elles peuvent prêter main forte tout en continuant de pouvoir assurer le service de régulation. Également, dans la qualité de nos opérations, nos infirmières vont faire aussi un suivi qui va, suivant toute réorientation, en fait, nos infirmières vont rappeler dans les 24 heures pour voir ben, est-ce que le patient a bien écouté les consignes, est-ce qu'il les a bien suivis, est-ce qu'on s'est orienté vers les services là, qui avaient été préconisés au départ, comment ça s'est passé. On a aussi un questionnaire d'appréciation de la clientèle. Mais vraiment, nos infirmières vont aussi continuer à faire de l'enseignement par rapport à l'état de santé là, de l'usager lors de ces appels de suivi-là. Diane l'a mentionné tout à l'heure, dans notre réflexion préalable, on voulait avoir un suivi, un plan en assurance de la qualité. Bien, ce plan-là est effectivement mis en place. Alors, on évalue un certain pourcentage là, des appels dans un objectif d'amélioration de la qualité, pas seulement de contrôler l'acte, mais vraiment un objectif d'amélioration de la qualité. Et puis, on a été tout récemment, en fait, l'année dernière, certifié comme centre d'excellence. On est le 6e centre d'excellence au monde pour l'utilisation du Emergency Communication Nurse System. Alors ça aussi, on est très fiers de cette réussite-là. Je vous présente quelques données avant de passer à la période de questions. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on allait regarder un peu là, le portrait de notre clientèle. Alors, on peut vraiment voir là, que notre clientèle, là, elle est surtout âgée là, de plus de 60 ans. Alors, ce portrait-là, il est vrai pour les appels non urgents, mais c'est aussi le cas là, pour l'ensemble des demandes préhospitalières là, qui sont logées sur notre territoire. Lorsque les infirmières finalement prennent les appels, on est allé chercher quelques données statistiques. Entre autres, il y en avait qui étaient à la demande du MES aussi pour le suivi des activités, mais on voulait voir aussi ben, qui nous appelle exactement. Est-ce que c'est les professionnels de la santé plus? Est-ce que c'est les patients? Est-ce que c'est la famille? Alors, on peut voir que vraiment, c'est souvent les gens eux-mêmes là, qui vont nous transmettre un peu leur état de santé là, dans un peu plus que 60 du temps. Ce qui fait qu'on réussit quand même à avoir là, une bonne appréciation là, de ce qui se passe sur place, même en étant dans un environnement non visuel. Et nos patients proviennent principalement là, de milieux de domiciles privés. On a quand même une proportion quand même significative là, qui se trouve à être en résidence privée pour aînés ou en ressources intermédiaires. On peut voir dans ce graphique-là qu'il y a quand même une proportion là, d'appels. On parle d'à peu près 24-25 pour lesquels on n'est pas en mesure d'avoir cette donnée-là. C'est en raison là, du processus où est-ce que si jamais il y a un appel qui est identifié comme étant beaucoup plus urgent lors de l'évaluation, l'ensemble du protocole n'étant pas complété, l'ensemble du processus d'évaluation n'étant pas complété parce qu'on assigne une ressource préhospitalière de manière plus urgente. Alors, on a un peu de perte de données à ce niveau-là, mais ça nous dresse quand même un portrait qui est intéressant. Également, les patients ayant des médecins de famille, aussi pour voir là, par rapport au plage gap, ben, quelle est la proportion justement d'usagers pour lesquels on va avoir besoin là, de venir saisir des plages pour la clientèle orpheline. Alors, je vous présente le portrait statistique de l'année dernière. Je vous l'ai présenté en fait en 2 volets où est-ce que je suis venue scinder les 2 processus. Alors, l'année passée, on a traité près de 11 000 appels. Cette année, on s'enligne pour être dans les mêmes eaux, donc à l'unité de soutien clinique. Alors, pour le triage secondaire, l'année dernière, c'est 9 796 demandes là, qui ont été traitées et on a pu réorienter 13 de la clientèle, soit presque 1 300 patients. Et de ces 1 300 patients-là, on en a 78 qui ont obtenu des soins ailleurs qu'à l'urgence. Alors, ils sont représentés dans la roulette ici. Alors, on peut voir là, qu'on a quand même là,
quand même une forte proportion de patients qui sont orientés en centre hospitalier. Toutefois, comme Diane le rappelait tout à l'heure, c'est des gens qui ont fait le 911 et non pas le 811. Hein, ils ne se sont pas trompés de numéro de téléphone tant que ça. Ce sont quand même, le plateau d'urgence était quand même requis, mais on peut venir voir que nos trajectoires alternatives sont quand même bien utilisées. Si je présente un portrait préliminaire par rapport à cette année, on peut voir qu'il y a quand même mon Dieu, je cherche le mot en français, un shift, une différence justement dans l'utilisation des ressources. Et ça, c'est grâce aux nouvelles trajectoires qui ont pu être déployées. Alors, des patients qu'on orientait avant l'urgence, on est capable de les orienter différemment ou par un moyen alternatif. Alors, on peut voir que la proportion justement de nos demandes en triage secondaire, elle a quand même augmenté là, d'une façon significative. Alors, c'est le portrait jusqu'à la fin du mois de février. Au niveau de la coévaluation, bien, sans surprise, ces appels-là vont avoir un taux de réorientation qui est plus grand parce que nos paramédics sont d'excellentes sentinelles aussi pour être capables de distinguer des patients pour lesquels un traitement alternatif pourrait être requis, ce qui fait en sorte qu'on a environ, dans l'année passée, 75 des patients pour lesquels un appel était reçu en coévaluation qui était orienté là, vers une trajectoire alternative. Également, on peut voir là, que c'est beaucoup là, les cliniques là, qui étaient utilisées pour l'orientation alternative. Et si on regarde dans la dernière année, toujours en proportion, bien, notre volume d'appels, en fait, il va être similaire là, d'après les prévisions là, que je peux faire, mais on a un taux d'orientation alternative qui est de 83 depuis là, le début là, de l'année en coévaluation. Encore une fois, c'est vraiment grâce là, à la contribution des paramédics avec le travail des infirmières. Et puis, on peut voir aussi là, que nos trajectoires sont placées un peu de façon diversifiée. Moi, ce qui m'impressionne toujours quand je regarde les chiffres de Claude-Marie, c'est toujours la proportion de conseils d'auto-soins. Oui, c'est Donc, vrai. il faut s'imaginer que le patient a initialement fait le 911, aurait été transporté à l'urgence, mais finalement, avec le programme, l'appel se termine en conseil d'auto-soin. Donc, c'est un Oui. patient qui reste à domicile avec des trucs à faire à la maison puis des points de surveillance. Donc ça, c'est quand même assez parlant, là, sur Ouais, les dans nos statistiques, on reçoit aussi, en fait, on les a pas exclus ni scindés. Il y a quand même une forte proportion d'appels là, qu'on reçoit pour lesquels on sait qu'on ne pourra pas faire de réorientation de ces patients-là. Toutefois, on pense qu'on adresse mieux la situation en les traitant en triage secondaire quand même, parce que l'objectif n'est pas seulement de réorienter nos patients, mais c'est vraiment de venir voir est-ce que leurs besoins, de quelle façon est-ce que leurs besoins vont être le mieux répondus. Alors, on reçoit quand même presque 30 là, de nos appels qui sont pour des appels là, en provenance là, justement d'intervenants du milieu de la santé et puis des patients qui font des chutes, comprenant justement des patients qui sont toujours au sol. Hein. Je dis toujours qu'il n'y a pas de façon magique que l'infirmière va rentrer dans le téléphone pour aller relever un usager. Ça va prendre des mains sur place, mais toutefois, on est en mesure de bien apprécier la situation, puis peut-être que dans des situations qui sont plus précaires chez certains usagers, dont des patients en position ventrale, on est capable de venir rehausser, là, entre autres, la priorité d'appel pour s'assurer d'avoir une réponse là, qui est un peu plus immédiate. Mais en fonction de ce que je trouvais intéressant de vous présenter ces données-là, c'est qu'il y a des protocoles qui sont peut-être moins présents, mais pour lesquels on a une plus forte probabilité finalement là, de réorientation. Alors ça, c'est tous des indicateurs qui nous permettent d'aller plus loin dans notre réflexion avec nos partenaires des CIS pour aller voir, bien, est-ce qu'on serait capable de développer des nouvelles trajectoires ou de trouver d'autres endroits là, pour pouvoir orienter nos patients. Alors, rapidement, en terminant, quelques constats. Je te laisse aller avec ceux-là, Diane. Oui.
Donc, par rapport à développement de l'offre de service, ben, les orientations alternatives sont toujours en déploiement sur le territoire. Donc, comme j'ai dit, comme je vous ai dit tantôt, dès qu'un CIS lève la main ou dès qu'on entend parler d'un projet en quelque part, ben, c'est nous qui levons la main, en fait, pour s'intégrer, puis de s'assurer comment on peut faire pour s'entraider, en fait, pour améliorer, de part et d'autre, dans le fond, les objectifs qui est le désengagement de l'urgence, mais pour notre part, c'est aussi de remettre d'augmenter la disponibilité terrain de nos paramédics pour répondre aux vraies urgences. Donc, le processus de coévaluation, c'est vraiment, ça représente 7 du volume traité. On sait qu'on doit mettre l'effort par rapport à ça. C'est un grand changement, je vous dirais, majeur dans la pratique des paramédics. Étant paramédic moi-même, pendant encore aujourd'hui, c'est le schème de pensée d'un paramédic a toujours été on arrive sur les lieux, on apprécie la condition, on s'en va à l'hôpital à moins que le patient refuse. Donc là, on leur demande de Oh, attendez une minute, on va regarder. Est-ce qu'on pense que ce patient-là pourrait faire l'objet d'une coévaluation? Donc, c'est une différente façon de travailler. Donc, il faut aller chercher l'adhésion. Quelques-uns d'entre eux trouvent ça long, mais un coup maintenant, un coup que le paramédic rentre dans le processus puis il s'aperçoit que ça fonctionne puis qu'il ne perd pas son temps au téléphone avec une infirmière, ben, il rappelle. Ouais. On souhaite aussi, avoir une diversification des ressources. On a, comme j'ai expliqué là, déjà quelques équipes spécialisées qui nous permettent là, de traiter différemment l'orientation, des patients. On a quand même une proportion de la clientèle, qui va avoir des difficultés à se mobiliser, qui fait en sorte que l'ambulance doit être, est requise finalement là, pour pouvoir assurer le transport. Alors on peut réfléchir là à la diversification là, de nos ressources. Puis, comme j'expliquais tout à l'heure, ben, on pense qu'on fait bien avec le traitement des appels, même si on sait qu'ils n'ont pas de potentiel d'orientation alternative, mais de pouvoir continuer là, à les traiter. Il peut y avoir une influence sur les données statistiques quand on les regarde au premier coup d'œil. Toutefois, le travail collaboratif là, qui est vraiment mis de l'avant entre les répartiteurs et les infirmières nous permettent de mieux desservir notre clientèle. Je terminerai en vous remerciant. J'ai aussi vu que Dr. Dave Ross était dans la salle avec nous. Je voulais souligner sa présence, mais aussi son apport au développement de ce qu'on a fait. Il a été instrumental dans son accompagnement. C'était notre directeur médical régional. Fait que Dave, je tiens à te remercier. Merci beaucoup pour la présentation. On a déjà des échanges et des commentaires et questions intéressants dans le clavardage. Donc, jusqu'à maintenant, deux grandes tendances, des questions qui concernent le partenariat et des questions qui concernent la trajectoire et la répartition des usagers en fonction de leurs besoins. Donc, je débute peut-être par les partenariats. On a déjà docteur Stéphane Lemire, gériatre, qui, vous aviez dit tout à l'heure, donc tous les projets intéressants, on lève la main, on s'entraide, on crée des partenariats. Et donc, il y a des questions qui s'ajoutent entre-temps, je m'excuse. Ah, voilà, qui vous félicite pour le beau travail et qui dit de faire signe aux besoins. Donc, le projet LISA de gériatrie sociale avec le site Internet. Il mentionne aussi la donnée sur l'auto-soin est vraiment intéressante et c'est ce qu'on constate aussi avec la collaboration de paramédecine communautaire aux gériatries sociales en Haute-Yamaska. Et il dit on utilise beaucoup les outils de agirpourbienvieillir.com pour appuyer les proches et aînés dans leur capacité d'auto-soin. Ça, c'était plutôt des commentaires. Deuxième intervention, c'est une question du docteur Ernest Préjean qui demande, en fait, qui s'intéresse à ce qu'on élabore un peu sur les implications du Collège des médecins et de l'Ordre des infirmières, donc dans ce partenariat-là pour construire l'initiative. Et peut-être souligner aussi la vision ou la contribution du docteur Dave Ross de Montérégie dans la mise en place de la structure. Oui.
Le protocole de coévaluation, en fait, est un protocole qui a été ajouté au protocole d'intervention des paramédics de soins primaires, donc nécessairement là, qui a passé là, entre les mains justement du Collège des médecins. Puis on a aussi là, collaboré. On avait, c'est ça, Diane Plus là, avec l'Ordre des infirmières infirmiers du Québec, justement pour s'assurer là, du modèle. Les prochaines questions, ça concerne, il y en a plusieurs là, concernant la Je vois trajectoire. le référencement par les médecins de famille est fait via le RVSQ. Alors oui, on a des plages de rendez-vous via le RVSQ, autant les médecins de famille que le GAP pour les patients orphelins. Toutefois, pour les patients qui ont des médecins de famille et qu'on ne trouve pas de rendez-vous, souvent on appelle directement à la clinique et c'est très rare qu'on se fait dire non. Donc, les cliniques sont assez, je vous dirais, collaboratrices dans dire: «OK, oui, c'est beau, on va le prendre, je vais le passer entre 2 patients», alors ça, c'est vraiment aidant aussi là, au lieu que le patient se ramène, tu sais, est transporté ou tu sais, on est obligé d'orienter vers l'urgence. Fait que oui, on utilise le RVSQ, mais on utilise aussi notre téléphone pour appeler. Est-ce que vous souhaitez mentionner peut-être un mot concernant les transferts ou les contacts vers les dentistes et optométristes? La question de, bon, c'est pas tous qui ont des assurances pour ça. Est-ce qu'il y a Non, quelque chose? en fait, on n'a pas nécessairement parce que les patients paient pour ça, mais je veux dire, c'est sûr que si le patient n'a pas de sous, mais on va leur donner urgence dentaire, appeler un optométriste. Malheureusement, s'ils n'ont pas de sous, mais on va les diriger vers l'urgence. Ça, c'est la même chose que le transport alternatif. On va privilégier le transport d'un proche et ensuite, ça sera le transport qui sera privilégié, là, celui qui est payé par le CIS. Mais on ne peut pas dire va-t'en à tel optométriste ou va-t'en à tel dentiste. On sait que c'est un service qui est payant. Donc, on va leur dire que nécessairement, le dentiste peut régler cette situation-là, mais si le patient n'a pas de sous, ben alors ça va être soit l'urgence ou une clinique médicale. Mais on a aussi un algorithme pour les cliniques médicales sur quelles sont les exclusions cliniques qui fait qu'on ne pourrait pas orienter un patient vers la clinique. Donc, on essaie de bien suivre aussi le- de bien orienter les patients là, vers les cliniques selon les situations cliniques que les cliniques puissent prendre en charge, là. J'ajouterais aussi qu'on a la réponse de Diane est aussi valable pour les pharmaciens. Bon, généralement, on va diriger le patient vers leur propre pharmacien, mais quand on recommande, par exemple, des strep tests ou la gamme là, et l'éventail là, que les pharmaciens peuvent faire, à ce moment-là, on ne peut pas recommander un pharmacien plus qu'un autre. Alors vraiment, on dirige d'abord et avant tout là, les usagers vers le professionnel qu'ils connaissent déjà. Ça nous amène rapidement à la question de Manon Dufresne, qui est un peu dans la même logique. Donc, avez-vous considéré à mettre les physiothérapeutes dans la boucle? Bon, C'est très on aimerait ça. Puis je vous dirais même qu'à Niagara, il y a un projet, puis c'est une équipe de chute, en fait, qui est composée d'un paramédic et d'une ergothérapeute. Ça aurait pu être aussi une physiothérapeute qui se rendent sur des chutes. Donc, les chutes, on le sait, Claude Marie en a parlé tantôt, c'est quand même un bon pourcentage d'appels qu'on le sait qu'on va être obligé d'envoyer une ressource. Puis ça nous fait, je dis, ça nous fait mal paraître dans nos statistiques parce que si on retirerait nos chutes, probablement que le taux de réorientation du triage secondaire serait plus élevé. Mais on considère qu'on soigne mieux nos gens. Donc, si on aurait une équipe de chute, effectivement, euh, à Niagara, ces gens-là se rendent sur les lieux. Non seulement on enseigne aux patients comment se lever, on regarde le domicile, comment le domicile est agencé sécuritairement pour le patient. Maintenant, la raison, on peut bien le faire, on pourrait bien l'implanter. Il y a tout le financement aussi qui est derrière ça, mais oui, ça serait génial d'avoir ça, une équipe de ce genre-là. Et je crois qu'en Estrie, ils ont une équipe aussi là, avec une physiothérapeute justement pour les patients qui ont chuté, où les physios se rendent là, très, très précocement pour aller voir le patient. Mais en toute, en toute je ne suis pas sûre, mais je sais qu'il y a déjà existé un projet, mais je ne peux pas vous dire s'il existe encore. Deux derniers petits éléments sur la question des trajectoires. Ensuite, je passe la parole à Denis Chenevert.
Pierre-Paul Millette demande, qu'en est-il des clientèles qui ont des besoins en santé mentale? Une trajectoire avec par rapport à la santé mentale, où est-ce que on a accès aux ressources là, justement d'info sociale. On peut travailler en collaboration là, justement avec eux. C'est certain que c'est pas le plus gros là, du volume là, qu'on reçoit. Je te laisse compléter, Diane, au besoin. C'est pas un gros volume, en fait, parce que souvent, les appels en santé mentale, dès qu'il y a un risque de dangerosité, c'est les policiers qui se rendent sur les lieux. Toutefois, on a quelques liens, puis c'est deux petits projets, en fait, qui ont émergé. C'est les hauts consommateurs. Donc, ça, on a quelques clients où c'est nous qui appelons le client au lieu qu'il nous appelle 3 fois puis 4 fois durant la semaine. Donc, nous, en faisant le petit touch avec ce patient-là, bien, ces patients-là, ils appellent moins. Donc, voilà. Donc, c'est des projets qui ont émergé. Donc, oui, on s'attache avec la santé mentale. Puis là, maintenant qu'ils savent qu'on est présent, ben, on est capable de faire là, des petits plans pour certains usagers là, répétitifs ou aux consommateurs. Euh, mais aussi, à Niagara, ils ont une équipe de santé mentale. Donc, donc qui est considéré, qui est une infirmière praticienne en santé mentale, puis avec un paramédic, et ils se rendent sur ces appels-là. Donc, ça aussi, c'est très gagnant. Mais encore une fois, ça serait bien intéressant d'implanter ça, mais il y a tout le financement puis l'organisation là, qui est requise avec ça. Donc, on n'est pas juste des parties prenantes, dans le fond, dans ces décisions-là. Dernier petit point d'Élisabeth Lavoie. Est-ce que vous avez développé la garde médicale VSLE 269? Si oui, est-ce que vous avez eu des enjeux? Je ne saurais pas dire quelle est cette garde-là, alors je ne pourrais pas répondre à la question. C'est Parfait, ça. Madame Lavoie, vous pourrez préciser dans le clavardage là, si vous voulez peut-être une réponse plus spécifique. Denis Chaînevert. Merci beaucoup pour votre magnifique présentation. J'avais une question. Je me demandais s'il y avait dans vos équipes des urgentologues en soins préhospitaliers. Est-ce que vous avez des urgentologues dans vos équipes? En fait, la direction médicale, c'est ça, docteur Ross puis docteur Pigeon maintenant, là, sont tous deux urgentologues. On travaille en collaboration avec eux, mais c'est pas une collaboration là, qui est nécessairement au quotidien. Là, par exemple, ils sont pas partie prenante des décisions là, qui sont faites quotidiennement pour chacun des appels. Là. Mais si on a besoin, Ils ne sont pas dans les équipes qui se rendent sur place. non, 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 non. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait améliorer je dirais la qualité des soins rendus sur place ou la trajectoire qui serait décidée à la suite d'une première évaluation dans des cas plus complexes? Là? Est-ce que c'est des Mhm. choses, je veux dire, moi je ne connais rien, je ne suis pas un clinicien, mais je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être positif? Diane, tu voulais-tu Je ne dis pas répondre? si ça se fait peut-être pas, Oui, mais oui. tu sais, ce qui ne se fait pas se fait éventuellement. Tu sais, c'est comme ça la vie. Plaisir d'avoir une visite médicale sur place? Oui, un peu comme on est beaucoup sur les hospitalisations à domicile maintenant. Vous avez vu tout le mouvement. Est-ce qu'on pourrait penser aux urgences à domicile? Je dis ça, je dis n'importe quoi, mais est-ce qu'on pourrait penser à quelque chose de plus. Je ne sais pas, je regarde là, pour voir dans le futur. Là. Ça pourrait sûrement être bénéfique. Oui. Quand on parlait Ça pourrait tantôt de sûrement être bénéfique. diversification, c'est ça, de diversification des ressources, ben, je pense que ça vaut la peine de penser à l'extérieur de la boîte. Puis toutes les idées sont bonnes. Là, reste à voir de quelle façon est-ce qu'on peut les utiliser, les implanter. Je retiens quelques commentaires là, qui ont été faits là, dans le chat. Là, Euh, je les ai notés avec beaucoup d'intérêt. Je reprends les paroles de notre directeur général, qui est Yves Masse. En fait, chaque petit projet a son importance et son implication. Donc, chaque petit grain de sel qu'on peut mettre qui va aider le réseau, c'est juste gagnant pour le patient. Donc, si c'est de mettre une garde médicale pour que le médecin se rende sur les lieux, tant mieux. C'est juste ça qu'on souhaite. Puis en même temps, je veux dire, on souhaite, mais les services préhospitaliers,
c'est une partie prenante du milieu de santé. On a tendance, on oublie qu'on n'est pas des empêcheurs de tourner en rond, qu'on amène des patients à l'urgence puis qu'on amène du travail. Hein? Mais, je veux dire, pour y avoir travaillé dans les services spécialisés depuis 36 ans, je veux dire, c'est un peu ça. Hein? Donc, qu'on est perçu, il y a des ambulances, il y a des ambulances. Oui, mais il y a des patients qui font le 911, puis j'ai toujours dit, je ne peux pas les emmener au McDo. Donc, il faut trouver des solutions pour justement favoriser meilleurs soins par le meilleur clinicien au meilleur moment possible. Merci. Le temps file, mais il y a une dernière question. Je pense qu'il vaudrait la peine que vous répondiez. Le service, il relève de qui et il est financé par qui? En fait, C'est pas une c'est question simple, mais non, c'est pas une question. c'est pas une question simple, mais la réponse va être simple. En fait, la paramédecine de régulation, les projets ont émergé, c'est ça, depuis la pandémie. Et maintenant, ça fait partie des orientations ministérielles. Alors, c'est effectivement financé là, par le ministère de la Santé. Entre autres, c'est intégré dans plusieurs régions, c'est intégré à l'intérieur des guichets d'accès à la première ligne. Un territoire comme le nôtre, avec la volumétrie qu'on a, et le projet là, qui avait débuté là, avant justement là, les dernières orientations. Donc, fait qu'on est à l'intérieur du centre de communication santé, mais pour tous les avantages en fait que j'ai nommés tout à l'heure, mais c'est le même financement, ça provient du MES. Merci. Merci beaucoup. Denis, je te laisse Oui, avec le ben mot de la fin, puis on revient après. merci beaucoup Ariane d'avoir mené le tout d'une main de maître. Merci beaucoup à Diane et à Claude, Marie pour votre magnifique présentation. Merci à tous d'avoir participé à ce séminaire. Et le prochain, c'est Ariane. Oui, je déterre cette fenêtre. C'est un séminaire, je vais laisser faire la fenêtre. C'est un séminaire le 16 avril qui est à la mémoire de Joyce Echaquan, et qui porte sur une initiative du CUSUM sur les accouchements sécuritaires pour les clientèles obstétriques à risque. Voilà, accouchement culturellement sécuritaire. Alors, vous y êtes invités. Merci pour votre attention pour ce séminaire. Merci aux présentatrices. Merci.